je suis Hélène Saint-Jean, professeure de physique au Cégep Édouard-Montpetit depuis 9 ans, je crois, et j'ai étudié à l'Université de Montréal la physique débutant en 1986 jusqu'à 1991 à peu près, pour mon bac et ma maîtrise, et pour l'année scolaire 1986-87 avec Luc Murphy et Marc Potters, nous avons fondé dans le fond le café étudiant de physique de façon officielle. Ça fait quoi de revenir à la planque? C'est toujours agréable. Ça fait toujours chaud au cœur de voir que ça continue de vivre, qu'il y a des gens qui sont là. C'est amusant aussi de voir l'évolution du lieu. Donc, c'est toujours plaisant. Pour une dernière fois. Oui. Je l'ai filmé tantôt pour montrer. Là, je ne sais pas si tu l'as dit tantôt exactement, mais en quelle année la planque est ouverte? Ça a ouvert l'année scolaire, ça je me rappelle assez bien, là, c'est ma première année d'études ici, fait que ça veut dire que c'était en 86-87, que dans le fond, c'est ça, il y avait 2 autres personnes avec moi, on s'est occupé de signer l'équivalent des lettres patentes, tout ce qui formalisait le café étudiant comme une société, puis de trouver un fournisseur, puis de trouver une équipe de bénévoles pour agir au café. C'est vraiment cette année scolaire-là que ça a commencé. OK, donc toi, là, le bac, c'est pas assez, là. Tu débutes le bac, tu ouvres le café. Oui, non, il faut faire quelque chose, puis le café, c'est important, c'est ça. Qu'est-ce que tu dirais qui a motivé l'ouverture? J'ai essayé de m'en rappeler. Je pense que c'est des gens de l'association étudiante de la FISUM qui avaient ça en tête un peu, parce que là, on avait un grand local, puis les gens venaient, puis je crois... Je sais pas si c'était en chimie, je crois qu'il y avait un autre café étudiant qui naissait, puis il s'était dit que ça serait agréable, puis il avait comme passé le mot. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient ça s'occuper de partir un café étudiant pour les étudiants en physique? Je pense que l'idée, c'est d'avoir quelque chose de plus local pour l'achat, mais de petites denrées, pas de repas complets ou de choses comme ça, mais dans le fond, d'avoir quelque chose bien à nous ici au lieu d'aller courir à la cafétéria en bas ou aux résidences ou en médecine, finalement. Les autres options étaient un peu loin. Oui, puis si médecine a son café, c'est pas vrai que physique n'aura pas le sien. Là. Peut-être aussi. Il y en avait qui germaient, là, c'est ça. Si tu devais décrire la planque en 3 mots, qu'est-ce que ça serait? Oh boy. Sofa. Vieux stock. Là, ça, c'est 2 mots. Camaraderie et café. Ouais, je pense qu'on a tout le monde un peu en tête les sofas. Là. Moi aussi, quand mes parents ont visité la planque la première fois, là, ce qu'ils ont marqué, c'était les vieux sofas. Là. C'était... Ils sont pas si pires, ça. Non, c'est ça. Ils ont été quand même... Peut-être lui qui... Ouais, mais... Les boys, ouais. À part ça... Ils sont pas si mal, Tu sais que le bleu, là, ils ont été volés du café de biochimie. Non, je savais Pendant pas. une initiation, on est allé les chercher, on en a pris plein de chez eux. Puis là, ils nous ont dit redonner au sofa. On dit OK, puis on en a gardé un, puis on n'a jamais retourné. OK. Fait qu'il y a des délits aussi Il y a de commis à la Il y a eu un planque. délit. Ouais. Le pire, c'est que biochimie, tous leurs sofas sont c'est la même tissu. Là. Tu sais, ils se ressemblent tous. Oui, là. OK. Donc, ça a été facile de remarquer qu'il en restait un qui n'est pas à nous. Ça, c'est pas... On a gardé un. Ils en ont pas voulu. Non. Vous avez fait de la place dans leur local. Ils l'ont peut-être juste jamais su. Peut-être c'est ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé l'ouverture? J'ai 0 souvenir de la première journée. Vraiment aucun. Ce que je me rappelle, c'est le temps qu'on a mis à regarder les papiers plus légaux, les signatures, ces choses-là, les entrevues pour trouver un fournisseur. Des chutes de serviettes. Les entrevues pour trouver un fournisseur. Et donc, j'ai pas souvenir de la première journée du jour 1, mais ça devait ressembler un peu aux autres. Là, une fois qu'on avait notre groupe de bénévoles, souvent, c'est moi qui arrivais le matin pour prendre livraison de la commande de beignes puis de sandwich pour la journée, parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un de très matinal et arriver ici à 6 h le matin ne me dérangeait pas. Donc, j'arrivais tôt, peut-être plus vers 7 h, là, mais on arrivait vers 7 h moins quart, 7 h, puis on plaçait les choses, puis après ça, c'était les bénévoles qui embarquaient pour la journée. Donc, ça ressemblait à ça, fait que j'imagine qu'on était un peu nerveux, mais
En tout cas, ça a dû bien aller parce que ça m'a pas marqué outre mesure. Est-ce que ça a été difficile au début de trouver des bénévoles? Dans mon souvenir, non, pas tant que ça. Ça a été comme facile, difficile, comme la plupart du temps quand on cherche des bénévoles. Autrement dit, les choses se remplissent, puis il y a quelques trous horaires un peu plus corsés, où là, genre le vendredi, en fin de journée, ou quand tout le monde est pris pour des assemblées, des choses comme ça. En général, il me semble que ça avait été pas si pire. Est-ce qu'il y en avait combien au début? Est-ce que c'est des chiffres de 1 heure? C'était... Je crois que c'était des chiffres de 1 heure. On suivait pas mal l'horaire des cours, dans le fond, pour que les gens, après leur cours, puissent arriver. J'ai zéro souvenir du nombre exact de bénévoles. D'après moi, il devait en avoir au moins 5 par jour, facile, pour couvrir là, les heures. Parce que quoi, on avait des cours de 8 heures à 6 heures le soir, je pense. Donc... ça fermait à quelle heure à peu près? Je ne sais plus. Mais je pense que ça... J'imagine que si en fin de journée, on n'avait plus de bénévoles, ben peut-être qu'on fermait le café. Puis je me rappelle que des fois, c'est arrivé qu'on le ferme parce qu'on n'avait juste plus rien à vendre. Tout était vendu. Mais ça allait facilement jusqu'à 5 heures, là, je suis pas mal certaine. Tu vas probablement pas t'en rappeler, là, mais... Non, tu sais, comme je suis vieille puis ça fait 30 ans. Je me demandais à qui a été servi le premier café. Une hypothèse, non? Non, vraiment pas. Probablement moi. Il faut essayer, je veux dire. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile lors de la gestion de la planque? Les tables. On faisait des crédits, hein? Alors, on avait des listes de noms avec qui devait combien d'argent, et puis il y en a qu'à un moment donné, ça venait un peu trop, puis je me fait dire, là, tu donnes les sous. Pratique, je pense qu'il a cessé depuis, peut-être, oui, parce que c'est ça, mais donc, nous, on était un petit peu naïfs et innocents, alors oui, on laissait les gens acheter à crédit. Donc, c'était le recouvrement. Ouais, était peut-être plus corsé. Ça pourrait pas... Là, en ce moment, on a des gens sur l'extérieur qui sont pas du département qui viennent, donc déjà, ça fonctionnerait pas. Puis peut-être, c'est quoi la quantité de clients? Parce que pour faire des crédits, ça doit être plus moindre que ce qu'on a en ce moment, là, que... Écoute, on devait acheter 3-4 douzaines de sandwichs par jour, avec plusieurs douzaines de beignes. C'était essentiellement ça, là, des sandwichs, des beignes, du café qu'on vendait. Je pense qu'on avait des jus. Sur l'heure du lunch, puis le matin, ça roulait quand même pas mal. Là. Il y avait pas mal de gens qui venaient, mais donner un chiffre... facilement 40 personnes par jour, je pense, au moins. Mm-hmm. Est-ce que vous avez des problèmes avec la vaisselle, les bénévoles qui faisaient pas leur vaisselle? C'était beaucoup du jetable, hein? Ah. Parce qu'on parle des années 80, fait qu'il y avait quand même des verres jetables. Je pense qu'il y avait quand même des gens qui amenaient leurs tasses aussi. Mais il n'y avait pas le même enjeu maintenant que plein de vaisselle non jetable qui est pas lavée finalement. C'était du styromousse. Ouais. On change, on s'améliore. Ouais, c'est ça. J'avais une question qui m'est venue puis j'ai oublié. On parlait... Ah oui! Comment vous faisiez pour compter la caisse, dans le fond? C'était quoi la caisse physique qui était... Ah, c'était une caisse. C'était comme un tiroir caisse, là. Mais on n'avait pas de caisse à pitonnage, là. C'était vraiment une petite caisse avec l'argent, puis on avait un solde au départ le matin, puis on comptait le solde le soir. C'était surtout Mark Potters qui s'occupait des finances, fait que c'est lui qui s'occupait d'aller faire les dépôts, ces choses-là. Mais c'était rien d'électronique, donc on n'avait pas de suivi serré de l'inventaire. On faisait nos commandes, puis quand on finissait la journée, on disait, bon, il nous reste tant de sandwich, fait qu'on va en commander moins demain. On gérait ça comme ça, là, au niveau de la variation, en essayant d'avoir les choses qu'il faut, mais c'était l'ancienne caisse. Là. Tu commences à 50 $ le matin, puis le soir, ben là, tu la remets à 50, puis le reste de l'argent va être déposé. Est-ce que vous avez déjà eu des vols? Pas que je me souvienne. Mais comme je dis, on faisait des crédits. Fait qu'est-ce qu'il y a eu peut-être des gens qui n'ont pas remboursé? Oui, ça se peut. Est-ce que quelqu'un a peut-être déjà pris un sandwich sans qu'on le voie et est parti avec? Peut-être aussi.
Mais de gros vols, de dire que l'espace physique a été comme envahi ou la porte a été forcée pour que des gens viennent prendre des choses. Dans mon souvenir, non. Mais peut-être que oui. Je suis pas une bonne source d'information, hein? Non, mais tu sais, Tout est beau dans mon monde. Oui, mais... J'oublie les mauvaises choses. Mais de toute façon, il y a toujours une culture ici de... Tu sais, c'est très communautaire. C'est très communautaire, puis les gens se font confiance. Mon portefeuille, j'ai déjà oublié quelques jours ici, puis j'ai rien eu de volé, là. La bouffe, ça, c'était plus dangereux. T'oublies de la bouffe. Ouais, ça part. Mais mon portefeuille, rien. Personne n'a touché. Personne n'a... Donc, tu sais... Non, je pense que c'est un endroit où on se sentait assez en sécurité, puis on se sentait bien de laisser nos choses ici, de partir quelques heures, de revenir, puis tout allait être là. Ça, je pense, c'est ça. Moi, je pensais au vol plus au niveau du café, mais je pense qu'au vol dans le local, j'ai pas souvenir non plus qu'il y a eu des vols. Mm-hmm. Est-ce que tu as déjà passé la nuit à la planque? Non. Non. Je partais très tard, je partais d'ici à la maîtrise, surtout je partais d'ici des fois avec le dernier métro, là, mais non, je dormais chez moi. Ah, moi j'ai eu quelques nuits blanches ici. Le cours de programmation, là, c'était... À demander ouais. Des nuits blanches ici. Ouais. On était un groupe, on était 6, on faisait une nuit blanche par semaine, là, puis on s'installait, puis... Mais il faut dire, j'avais souvent des activités le soir, donc c'était pas comme mes soirées sont libres, puis je reste ici, puis je fais des choses. Fait que souvent, quand je passais des nuits blanches, c'était après un cours de danse ou après avoir travaillé, ou là, mais fait que ça se faisait plus chez moi. Donc, qui a eu l'idée pour le nom? Vas-y. On m'a écrit ça tantôt. David Aubin, qui lui se souvient que c'est un monsieur Paul Pestiot qui a eu l'idée du nom de la planque, ce qui nous a immédiatement frappé comme génial et incontournable. Est-ce qu'il y a eu d'autres suggestions pour le nom? Pas que je me rappelle, mais ça a vraiment été nommé dans la 2e année du café étudiant. Donc je dirais que la première année, quand on a ouvert, c'était le café, le local étudiant. Et puis, c'est l'équipe numéro 2 qui, eux, avaient pris une part des profits pour aller faire un magasinage mémorable chez Ikea, puis acheter des meubles, des crochets à manteau, des choses comme ça, puis qui avaient fait la peinture turquoise. Je pense qu'on en voit des petits relents là, d'ailleurs. Peut-être le calorifère, là. Je pense que tous les murs étaient couleur du calorifère. Ah oui. Ouais, oui, c'est ça qu'ils ont laissé, c'est ça, sur les tuyaux. Donc, ils avaient peint. Et c'est cette année-là que le nom de la planque a été pris. Puis, je ne sais pas si c'était dans un brainstorming où les gens sortaient différents noms. Mais lui, je pense que du moment où c'est sorti, les gens ont fait comme « Ah oui, c'est bon. » Ah, il n'y avait pas de nom au début, ça me surprend quand même. Comment étaient les parties à la planque? Y avait-tu des parties? Oui, je me rappelle, mais c'était variable. Des fois, il y avait plus des repas où on se commandait de la pizza ou des choses comme ça. Il y avait des soirées cinéma qui étaient faites. J'ai souvenir d'un visionnement de Caligula qui j'ai pas duré jusqu'à la fin. Je sais qu'il y a des gens qui jouaient aux échecs et qui faisaient comme des parties d'échecs, des choses comme ça. Mais ça fait très longtemps. C'est flou dans ma tête. Mais des fois, il y avait des soupers, toutes les tables étaient occupées, là, avec beaucoup de gens. Est-ce que tu as souvenir de clients étranges? Non, ben c'était vraiment les étudiants du département qui venaient, puis des professeurs. Par contre, j'ai une anecdote qu'une collègue m'a racontée, puis j'avais vécu quelque chose de similaire. C'est que des fois, les professeurs travaillaient seuls dans leur bureau, puis soudain, tu fais une découverte ou tu as franchi une étape, puis tu as envie de partager, puis il n'y a personne autour. Fait qu'ils s'en venaient au café étudiant, puis là, ils partageaient leurs choses. Et puis, donc, c'est une collègue, Karine Damersing, qui, elle dit que c'est M. Teichmann qui venait de fabriquer une céramique supraconductrice et s'était rué à la planque pour montrer à quelqu'un le machin flottant sur un champ magnétique invisible. Alors, ça a l'air qu'il est arrivé avec sa bébelle, puis là, il montrait ça à tout le monde.
Et puis moi, c'était un chercheur en biophysique qui était venu me voir parce que là, il venait de calculer, il me semble, c'était l'impact du photon sur la rétine et que comme quoi ça fonctionnait pour montrer comment ça déclenchait un influx nerveux. Puis il était arrivé avec ses papiers, puis il faisait tous ses dessins. Donc, je dirais que ça, c'est des trucs, le fun. De vivre ça, de voir le plaisir de la découverte du chercheur qui vient partager sa trouvaille puis son petit moment. Là. C'était assez agréable. On est le lieu de récolte. Oui, c'est ça. Est-ce que tu sais qui a fait le portrait? On n'a pas d'auteur. En haut du tableau, là, je sais pas si tu vois. Oui, il n'y a pas de signature? Ben, pas qu'on ait vu, à moins qu'il y en ait une derrière, qu'on n'ait pas... Non. Donc, t'étais-tu là quand t'es... Ça me dit rien. Ok. Est-ce qu'il y avait des postes vraiment directrice, responsable des commandes, ou c'était plus lousse? Ben, la première année, c'est ça, on était 3, puis c'était clairement Marc Potters qui, lui, s'occupait de l'aspect signature des chèques, dépôt des chèques. C'était son nom qui était donné à la banque pour la gestion avec ça de Luc Murphy. Luc avait vraiment coordonné tout l'aspect... disons, plus légal, là, de signer les papiers, d'officialiser les choses, puis de trouver un fournisseur. Et moi, je m'étais occupée plus de la gestion, trouvons les bénévoles, puis c'est ça, là, de la gestion au quotidien de l'espace. Mais on ne s'était pas donné de titre. J'ai pas souvenir que le deuxième comité s'était donné des titres comme ça non plus. Ils étaient plus nombreux que nous, je pense qu'ils étaient 6. Fait que déjà, ça allait. Chacun avait 2 fois moins d'ouvrage. Puis là, pour les autres comités après, je le sais pas, mais je pense que c'était toujours selon tes aptitudes, puis ce que tu as le goût de faire, ben c'est ça que tu fais dans le fond. Nous, maintenant, on a le directeur, la directrice de la plante. On a le responsable des commandes. On a le responsable des bénévoles et des clés, c'est une personne. On a l'adjoint, que dans le fond, on vise la première année pour qu'il rentre dans la gang puis qu'il reste plus longtemps. Donc, il y a quelqu'un qui s'y connaisse, qui puisse rester. Fait quoi, oui, ils sont 5. Comme ça, il y a un close par jour. OK. Moins pendant l'été, par exemple. D'accord. Qui explique un peu plus. Et donc, ils peuvent prendre des tours pour fermer le café. Oui. Ouais. La personne qui fait le close de vendredi doit faire la mop. OK. Mais n'a pas au moins à faire... Je pas souvenir qu'on faisait du ménage. Oh! Aussi. Non. On s'occupait de l'espace intérieur, là, mais bon, c'était 2 fois plus petit, puis... Non, j'ai pas souvenir qu'on avait fait du ménage, puis je saurais pas dire... j'ai l'impression que j'ouvrais souvent. Parce que, comme j'ai dit, moi, ça me dérangeait vraiment pas. Puis ça devait être les 2 autres qui s'occupaient de fermer. Donc, le ménage, vous êtes tout seul. Écoute, peut-être qu'il y en a d'autres qui passaient la mop, mais c'était pas moi. Non, mais ici, je pense qu'il y a des gens de l'entretien ménager qui venaient. Non, c'est nous qui passons le balai, la mop. C'était peut-être bien sale. On le voyait pas. Ouais. Est-ce qu'il y avait déjà une porte barrée ou vous avez fait quelque chose pour fermer une partie du local? Il me semble qu'on n'a pas fait de construction, qu'il y avait déjà ce petit local-là qui existait avec la fenêtre pour le service. Là. Je ne sais pas si c'était fait pour donner des manuels scolaires en début de session, des choses comme ça, comme des petites commodités. Des fois, là, les écoles primaires même avaient ça, des locaux comme ça. Fait que ça, c'était déjà là. Puis il y avait un petit évier, mais pas un gros évier, mais un petit évier. Puis c'est ça, il a fallu acheter un frigo, puis une cafetière au départ. Là. Puis c'était ça, on est parti avec pas beaucoup de moyens. Donc... c'est devenu grand. Quand le frigo à fenêtre transparente est rentré, la porte transparente est rentrée, là, ça c'était comme une grosse affaire. Oui, ça doit être compliqué quand les gens voulaient commander. Qu'est-ce qui reste surtout? Il fallait ouvrir, c'est ça. Quels sont tes plus beaux souvenirs à la planque? À la planque, j'étais avec mes amis. Le temps passé à faire des travaux, des devoirs, puis après ça, bifurquer vers d'autres discussions, c'était toujours très agréable. J'ai rencontré mon mari à la planque. Je pense qu'il m'en voudrait de pas dire que c'est un beau souvenir. C'est des amitiés durables, c'est des gens avec qui j'ai encore des contacts, que je vois encore, que je fréquente encore. Donc,
Ça, c'était... mais l'esprit de camaraderie, quand on va à l'université, d'arriver dans un lieu où c'est pas une salle de cours, c'est vraiment un lieu de rencontre. Puis dans le fond, c'était le prélude à la journée, puis souvent la fin de la journée aussi qui se passait ici. Puis oui, je pense que c'est important quand on est aux études d'avoir un lieu où on peut faire aussi autre chose qu'étudier. Et ça aide à avancer finalement. Pour compléter cette bonne question, qu'est-ce que tu penses des futurs containers qui vont servir de café étudiant? Je trouve ça horrible! Je pense peut-être que l'aspect container se veut une vision moderne et architecturale et peut-être adéquate pour confiner des clics d'étudiants, mais j'aurais espéré qu'ils fassent les plus belles structures pour accueillir des cafés étudiants et oui, par discipline ou département. On a beau vouloir que tout le monde soit ensemble et partage. Souvent, les trop grands espaces font plutôt le contraire, qu'on va se retirer puis rester en solitaire. Donc, j'ai pas vu les plans, j'ai pas vu les containers, mais quand on me dit c'est dans un container, je trouve ça étrange, je trouve ça trop fermé. Je pense que les structures de café étudiants devraient aussi pouvoir profiter de la lumière, puis de beaux sites, puis de beaux lieux. Puis s'ils ont envie de décloisonner, mais ils pourraient le faire d'une façon plus aérée. Comme je dis, j'ai pas vu les plans. Mais je vois d'un bon œil l'idée de conserver les cafés étudiants. Donc s'il y a des containers pour que ce soit des mesures temporaires, c'est peut-être pas une bonne idée non plus. Je pense qu'ils devraient envisager faire les structures permanentes, conviviales. Et peut-être voir des espaces qui peuvent s'aménager en grands espaces, puis après ça, se rétrécir en petits espaces. C'est peut-être façon de faire un espace modulable qui pourrait être agréable aussi. Pour les gens qui vont recommencer de zéro au nouveau pavillon, est-ce que tu aurais des conseils pour eux? Recommencer de zéro comme un café étudiant? Oui. Bien, s'ils ont le choix et le droit de gérer leur espace, je dirais, c'est de faire comme quand tu achètes une maison et que tu peux penser ta cuisine. Tu sais, c'est réfléchir à l'espace et à la fonctionnalité de l'espace pour le café étudiant. Donc, pour les gens qui vont travailler dans le café, qu'est-ce qu'on veut servir, qu'est-ce qu'on veut faire, comment ça va bien aller. Puis si vous vous occupez de l'entretien, comment ça va bien se nettoyer. Donc, si vous avez la chance de penser les choses d'avance, ben de faire vraiment un brainstorming, puis de réfléchir à votre affaire, puis de prendre des décisions pour que ça fonctionne super bien d'avance. Ça, c'est une belle opportunité si vous l'avez. Ensuite, pour l'aspect plus espace physique puis table pour les gens qui fréquentent le café, ben même chose. De penser à la circulation, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça circule bien, pour que des gens qui viennent travailler en équipe ou discuter puissent le faire sans qu'il y ait trop de bruit auprès des autres personnes. Ou, dans le fond, prenez le temps de réfléchir au type d'espace que vous voulez. Voulez-vous des pots de fleurs? Voulez-vous un piano avec des écouteurs? Qu'est-ce que vous voulez pour que les gens puissent s'amuser? Là, je vois qu'il y a une guitare là, mais il peut y avoir d'autres affaires. Donc, c'est... Mais dans le fond, si ici les gens étaient bien, qu'est-ce que vous pouvez importer d'ici pour garder l'atmosphère qui était agréable, puis qu'est-ce qui faisait que c'était agréable? Oui, des fauteuils en rond, c'est agréable. Donc, est-ce qu'on peut préserver ça dans le nouvel espace? Le local de police, pas le local de... Le police, je sais pas d'où ça vient non plus. OK. Clairement volé à quelque part. Ouais. Dans une initiation quelconque à l'époque où il y en avait. Ouais. Non, probablement. Inspiration divine, c'était-tu là quand t'étais... Il y avait des trucs, mais... Je suis pas sûre qu'un papier aurait fait 30 ans, là. Ouais. Non, ça doit pas. Les gens disaient, mettons, tu te faisais poser une question pour un devoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Puis la personne répondait, c'est ça que tu dois faire. Puis l'autre, là, comment je devais savoir ça, moi? Puis Inspiration divine. Ouais, voilà. Ouais. Est-ce que c'était de tradition d'emmener des pancartes électorales ou ça c'est... Non. OK. Non. D'habitude, il disparaissait après les élections. Quand Justin Trudeau a été élu... Le Trudeau est resté ici. Il est resté là. OK. Ouais. Non, je pense que
Ben ça, c'est un lieu qui a évolué, puis il y a comme des traditions qui se sont créées, puis qui ont été perpétrées, mais c'était après mon temps. Et t'avais-tu toi des traditions que tu te rappelles? Ça commençait, hein, fait que on n'était pas vraiment au stade de tradition, on était plus au stade de création puis instauration d'une chose, donc non, c'était quelque chose de nouveau. Alors, ce que je suis capable de penser après mes 4 années d'études, non, je saurais pas dire, il n'y avait pas... Puis, c'est-tu vrai que les gens fumaient en classe? La loi... Oui, ben les gens fumaient partout dans les années 80. On s'entend, les gens fumaient partout, mais c'est dans les années 80, c'est dans ces années-là que les lois ont commencé à passer sur défense de fumée ici, défense de fumée là. Donc, il me semble qu'il y a des gens qui fumaient dans le café étudiant, je pense. J'ai souvenir qu'il y avait de la fumée. J'ai souvenir d'un cours de criminologie dans les pavillons de sciences humaines où la professeure est en avant. Bon, ben là, dans notre local, la ventilation s'en va par là, fait que les non-fumeurs, vous vous asseyez là, puis les fumeurs, vous vous asseyez là. Parce que c'était interdit de fumer, mais elle voulait fumer en donnant son cours, puis là, elle ne pouvait pas l'interdire à ses élèves, fait qu'elle a réglé ça comme ça. Alors ça, c'était l'application de la loi sur la cigarette dans les années 80. Mais c'était très caractéristique, c'est ça. C'était toujours difficile de faire changer les choses, mais il y avait encore beaucoup de fumée partout, ou des professeurs qui pouvaient fumer en classe. Et quand j'ai fait mes stages en enseignement, pour enseigner au secondaire, les professeurs fumaient dans la salle de préparation des laboratoires. Là. Fait qu'ils n'avaient pas le droit de fumer en classe. Techniquement, ils n'avaient pas le droit de fumer dans l'école, mais ils fumaient dans la salle de préparation. Donc, c'était difficile de changer les mentalités là-dessus. Est-ce que les gens buvaient aussi en classe? Non. Parce que j'ai pas souvenir. Non, l'alcool, c'était plus après les heures de cours, puis je dirais jeudi, vendredi. J'ai pas souvenir. Bon, ça exclut pas que peut-être des gens arrivaient ivres ou quoi que ce soit, mais je les ai pas vus, puis ils faisaient pas de spectacle. Donc, est-ce que la planque est déjà vendue, dans les parties, est-ce que vous offrez aussi de l'alcool ou ça a pris du temps ça, avant de s'installer? Non, je pense qu'il devait arriver avec des caisses de bière, mettons, puis là, ben, ils vendaient les bières à un certain montant, sans profit, mais c'était plus comme un achat de groupe, finalement. Encore, c'est très loin, je me rappelle plus des détails, mais non, je pense pas qu'il y avait une prohibition d'alcool. En plus, tout le monde est majeur rendu à l'université, donc fait que nous, il me semble qu'il rentrait de la bière. Pas au gros camion comme à Polytechnique à côté, mais pas aussi nombreux. Ouais. Est-ce qu'il n'y avait pas besoin de permis d'alcool à ce moment-là? Ou ça se faisait quand même? Je pense que c'était juste toléré. Juste toléré parce que c'est ça, c'était pas une vente grand public, c'était un groupe de gens qui se réunissaient puis qui consommaient de l'alcool. Fait que peut-être qu'il aurait fallu un permis. Je sais pas si tu veux diffuser ça. Le café ferme, donc c'est pas... C'est ça. Mais je suis pas du tout responsable de ça. J'ai pas souvenir qu'on ait acheté des permis. Bon. Vous n'avez pas fait d'album de finissant? Écoute, il n'y avait pas de cérémonie de graduation, nous autres. Hein? Ça n'existait pas. On n'a pas de mosaïque. Ça a commencé quelques années après. Moi, j'ai jamais eu ça. Mais c'était pas classique pour l'université d'avoir des... Pas au Québec, pas dans les années 80. Les États-Unis ont déteint un peu après. Ici, tu avais une cérémonie au doctorat. Doctorat, oui. Ouais. Si tu veux quelque chose, là, rends-toi là. Tu mérites pas. Autrement. Non, puis je dis sérieux, mon chum aussi, il a sa maîtrise ici, puis son bac, puis il a rien eu. Là. Des fois, je me dis, c'est peut-être moi qui n'ai rien vu passer, tu sais, mais non, on est personne, on n'a pas eu de cérémonie. L'année qui me suivait, eux, ils s'étaient organisé un party de finissants eux-mêmes, là. Ils étaient allés dans un chalet dans le Nord, je pense, en gang, mais c'était quelque chose qui s'organisait entre eux. Eh bien, ça m'étonne. Moi, je sais que mes parents sont pas allés à leur
cérémonie de graduation parce que c'était la mode à l'époque, c'était refuser les institutions, puis OK. ils sont pas allés. Plus on allait à la mienne, ils sont comme, mais là, c'est tellement plate pour nos parents, on aurait dû aller. Pourquoi on n'est pas allé? Personne n'y allait, là, on refusait. Ouais, je se pliais à ça, ouais. Moi, mon mari, il aime pas trop ces affaires-là, mais quand il a eu son doctorat, puis je voyais ses parents, puis j'ai dit, toi, là, tu vas à la cérémonie de graduation parce que tu veux que tes parents te voient, parce qu'eux sont tellement fiers. Et il est allé pour ses parents. Ouais. Puis ils étaient tellement fiers. Moi, j'ai trouvé que ça concrétisait le passage. Tu sais, comme, j'ai fini, j'ai mon bac. Puis là, quand tu vas à la cérémonie, t'es comme, j'ai mon bac. Là, ouais. Sans doute. Faut que je te croie sur parole. J'en avais une autre, en fait, je pense que je l'ai sautée. Je vais m'en remettre devant, juste pour que... C'était quoi la mission de la plante quand vous l'avez créée au début? La mission? Eh boy. Non, l'idée, c'était vraiment d'avoir un petit café local pour que les gens du département de physique puissent se nourrir et s'abreuver de caféine ensemble. Puis dans le fond, c'est pour compléter un local étudiant où les gens viennent, leur offrir un service. Je pense que c'était un aspect convivialité. C'est toujours l'idée de faire un peu de profit puis de le réinvestir dans la cause étudiante, mais j'ai pas souvenir que c'était un objectif numéro 1. Au départ, on voulait que ça soit surtout autosuffisant. Mais c'était juste de rendre le lieu agréable. Puis quand il y a de la bouffe, ben, c'est agréable. Je suis d'accord avec ça. Moi, je te dirais que c'est vraiment transformé en offrir la nourriture abordable. Parce que... Ben, c'est ça, c'était moins cher quand même qu'à la cafétéria. Penses-tu que tu aurais fini ton bac sans la plante ou que... Oui. Peut-être pas dans le même état. Peut-être pas avec le même sentiment d'appartenance. Peut-être pas avec les mêmes amis. Tu sais, je pense que c'est ça. Je pense qu'un café étudiant, ça amène des conditions favorables, en tout cas pour ceux qui aiment socialiser, ça leur permet de le faire. Puis c'est très aidant dans la poursuite des études. Donc, je pense que je serais passée à travers 100, mais ça aurait probablement été moins le fun. Ouais. Le ratio Goffey, à l'époque, tu dirais que c'était à peu près combien? 2%. Mon Dieu! Mon souvenir, mon premier cours de physique mécanique au G415, c'était des cours d'à peu près 200 étudiants à l'époque, là, parce que je pense que la salle était pleine, puis il y avait peut-être 2 filles, 3 filles. Pas beaucoup. Dans ce merveilleux local, le G415. Il était-tu mieux à l'époque, les chaises? Faisait-tu autant de bruit? Ou... Ah non, il était pas mieux parce que j'ai déchiré plein de paires de pantalons sur ces chaises-là parce que quand les bancs se levaient, le métal sortait puis il était comme mal découpé. Fait que là, le moindrement que tu passais trop proche, le pantalon accrochait. Puis j'avais plein de découpures en L. J'étais rendue très bonne à raccommoder des L. Oh mon Dieu. Bon. Moi, j'ai terminé avec mes questions. Je veux te dire que moi, personnellement, je pense pas que j'aurais fini mon bac de physique sans la planque. Ça m'a permis de rencontrer des gens puis de toffer jusqu'au bout. Là. Sans la gang, je sais que j'aurais pas fini. Là. Ça a vraiment... J'ai passé à 2 doigts de lâcher le bac, là, puis de trouver ça tough. Là. Oui, non, mais avoir un réseau d'amis puis des gens qui sont là au quotidien, c'est clair que ça peut aider bien du monde. Mm-hmm. Oui. C'est ça qui m'inquiète pour les prochaines générations. Là. Je me dis la perte de ce noyau-là. Oui. Il y avait quelqu'un qui venait de Sherbrooke qui nous a dit « c'est ça qui manquait à l'Université de Sherbrooke, c'était un café, c'était un lieu de rencontre. » Justement, tout le monde qui a vécu la plante dit « c'est ça qu'il faut », puis ça m'énerve qu'il y a l'autre pavillon. Puis là, dans le fond, dans les démarches là-bas, vous en êtes où? Comme là, au début, il n'y avait rien du tout. Là, après ça, ils vous ont offert des containers. Ben, ils nous ont offert un local étudiant, puis un container pour le café, mais qui sont séparés. OK. Puis, en fait, ce qu'on a compris, c'est parce qu'ils ont fait la demande de budget, puis c'était juste avant la commission Charbonneau. Fait qu'eux, ils se sont dit, ben, tu sais, si on a des dépassements de coûts, c'est pas très grave. On fera comme d'habitude, puis on va juste avoir un dépassement de coûts puis se faire rembourser. Puis là, quand la commission Charbonneau est arrivée, ils se sont fait dire, vous n'aurez pas d'autre budget que ce qui a déjà été alloué. OK. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient plus serrés que ce qu'ils envisageaient finalement. Donc là, ils ont dû réduire, restructurer un peu ce qu'ils pensaient faire.
Donc, dans le courant de comment les locaux ouverts, c'est bien intéressant, ça permet la coopération, j'ai l'impression qu'il est caché plutôt, on n'a pas le budget pour faire les bureaux fermés, donc c'est ça. Comme une couche de vernis sur quelque chose qu'on veut faire avaler, mais... As-tu d'autres anecdotes à raconter sur la plante? Là, tu m'avais dit que tu avais peut-être envoyé des... Ben là, j'ai raconté, c'est ça, là, le magasinage chez Ikea avec les profits du café. Ça a l'air que les gens qui ont pu faire ça, ça a été un voyage mémorable. C'était Noël 3 fois. Donc, ils étaient revenus avec plein de choses. J'ai raconté aussi l'anecdote, c'est ça, des chercheurs qui viennent... nous présenter, dans le fond, leurs trouvailles là, sur le moment parce qu'ils sont contents et ils veulent les partager. Je n'ai pas eu d'autres. Des fois, des gens, je demande qu'est-ce que tu as fait au café étudiant? Ah, moi, je me rappelle d'avoir servi puis d'avoir bu beaucoup de café, d'avoir passé beaucoup de temps ici. Mais non, autrement, j'ai pas d'autres petites anecdotes. Qu'est-ce que tu penses de l'intérieur? Il est plus grand, plus fonctionnel aussi. Je me rappelais pas du nombre d'éviers. Je sais pas si ça a été modifié après. Ça a été changé, Oui, c'est ça, parce que dans mon souvenir, on n'avait pas un évier double avec un gros robinet comme ça. On avait juste un frigo, puis il me semble que c'était pas avec une porte transparente. La première année, c'était un vieux frigo. Donc, moins de frigo, c'était une cafetière. Je crois que c'était une simple cafetière filtre, ce qu'on avait. Puis on n'avait pas tout cet assortiment de vaisselle. C'était vraiment beaucoup plus rudimentaire. Ce qu'on vendait, il n'y avait pas vraiment de mets